si je te disais que Netflix n'a pas simplement changé notre façon de regarder les films, mais qu'il a complètement reprogrammé ce qu'est le cinéma. La Casa de Papel, Stranger Things, Le Jeu de la Dame, Narcos, Sex Education, The Witcher, Black Mirror, toutes ces séries, vous pouvez les regarder quand vous le souhaitez. Mais ce luxe n'a pas été possible du jour au lendemain. Pas seulement les œuvres, mais aussi notre mémoire collective, nos habitudes et les règles du jeu de l'industrie. Parce que pendant qu'on binge devant notre écran, quelque chose d'énorme s'est produit, en silence. Le cinéma est passé d'un art partagé à un flux de contenu calibré. Quand j'étais gamin et que mes parents m'emmenaient au cinéma, c'était magique. Les bandes annonces, elles résonnaient dans le hall, les affiches gigantesques, elles te promettaient des histoires incroyables, et le mec qui déchirait ton ticket te faisait sentir que t'allais vivre un truc spécial. Une fois bien installé dans ton siège rouge face à l'écran immense, tu savais que t'allais quitter ce monde le temps d'une séance. Et le plus étonnant, c'est que ce changement n'est pas un accident. Netflix l'a construit, étape par étape, en utilisant les données, l'algorithme et une stratégie culturelle que personne n'avait vu venir. C'est la grande force de Netflix, tant sur le plan technique que sur le plan de la communication. Sur le plan technique, Netflix est capable de vous offrir une expérience unique, sur mesure. Regardez les abonnés dans votre entourage. Je suis sûr que personne n'a le même Netflix que vous. Les miniatures sont différentes, les séries mises en avant et les catégories le sont aussi. Netflix dispose d'un algorithme surpuissant qui lui permet de vous proposer les meilleurs contenus au meilleur moment et sous la meilleure forme. Résultat, les salles se vident, les films se ressemblent, les classiques disparaissent et on consomme sans vraiment se souvenir. Alors, comment une simple plateforme de DVD est-elle devenue la machine la plus puissante de l'histoire du cinéma ? Comment a-t-elle forcé toute l'industrie à s'aligner ? Et surtout, est-ce que Netflix est en train de tuer la culture du cinéma sans que personne ne réagisse ? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au tout début. Alors tout commence en 1997. Reed Hastings et Mark Randolph lancent une petite start-up californienne, avec une idée presque ridicule à l'époque, envoyer des DVD par la poste. On se souvient mal aujourd'hui à quel point cela paraissait improbable. Internet était balbutiant, Amazon ne vendait encore que des livres, et personne n'imaginait commander un film en ligne pour le recevoir 2 jours plus tard. Et pourtant, ça marche. Pourquoi ? Parce que Netflix touche du doigt un point essentiel, le confort. Au lieu de traverser la ville pour aller au vidéoclub, au lieu d'espérer que le film soit encore en rayon, le DVD arrive directement chez toi, sans pénalité de retard pour le renvoyer. Aucun tracas. Ce geste a l'air banal, mais il brise déjà une habitude culturelle. L'acte de regarder un film ne demande plus de déplacement, plus de rituel social. Il y a 20 ans, ils étaient des milliers en France. Aujourd'hui, on ne trouve plus qu'une dizaine de vidéoclubs, ces magasins où on peut louer des DVD. Il faut dire qu'il y a 10 ans, Netflix est arrivé. Alors à l'occasion de cet anniversaire, j'avais envie de vous emmener dans un de ces lieux où, à la manière d'un libraire indépendant, on cultive une autre façon de consommer les films. Voilà, vous êtes au vidéoclub de La Butte. Comme son nom l'indique, il est sur La Butte, Montmartre. Donc il a été créé dans les années 80, la grande époque des vidéoclubs. Et moi je l'ai repris il y a une vingtaine d'années. Le cinéma commence à glisser doucement du moment collectif vers le plaisir domestique. C'est le premier domino. Et il va en entraîner beaucoup d'autres. 10 ans plus tard, Netflix frappe un grand coup. En 2007, l'entreprise lance Watch Now, son service de streaming en ligne. C'est le deuxième domino. Et il est encore plus décisif. Jusque-là, même avec les DVD, il fallait attendre. Mais désormais, un clic suffit pour lancer un film immédiatement. Tout est disponible, partout, tout le temps. C'est une petite révolution silencieuse, car avec ce geste, Netflix casse 2 piliers du cinéma. D'abord, il brise la synchronisation collective. Le cinéma traditionnel vivait au rythme des sorties. Tout le monde allait voir Titanic ou Le Seigneur des Anneaux la même semaine, et en parlait le lendemain. Avec le streaming, chacun regarde ce qu'il veut, quand il veut. La conversation se fragmente et la mémoire commune se fissure. Ensuite, Netflix transforme l'expérience en flux continu. Avant, un film était un événement. Un billet, une salle, une séance. Alors qu'avec le streaming, un film devient un contenu parmi d'autres, que tu peux interrompre, reprendre et enchaîner. Et c'est là que naît le binge-watching. Le binge-watching, c'est cette habitude de consommer plusieurs épisodes ou films à la suite, parfois pendant des heures. Et dès 2013, des études montrent que le binge est devenu une pratique majoritaire chez les abonnés. Désormais, regarder un film ne signifie plus vivre une soirée cinéma, mais remplir du temps d'écran. À ce moment-là, le cinéma bascule. Ce n'est plus une rareté partagée, c'est une abondance individuelle. Si je les vois avec mes enfants, je vais au cinéma.
Je veux les initier au plaisir du grand écran, à la qualité de l'image, à la patience que l'on a à voir un film jusqu'au bout. Quand c'est par exemple mes amis qui vont me dire oh, on va au cinéma, alors je vais aller au cinéma, mais sinon je peux préférer regarder sur mon canapé, tranquillement, en pyjama, et pouvoir choisir, m'arrêter au milieu, reprendre. On arrive en 2013. C'est l'année où Netflix cesse d'être un simple distributeur et franchit une frontière inédite. Il devient producteur. C'est une première historique. Jamais un acteur né du web, sans tradition studio, n'avait osé rivaliser directement avec Hollywood sur son propre terrain. Le projet choisi pour ce baptême est emblématique. House of Cards. Une série politique sombre réalisée par David Fincher et portée par Kevin Spacey et Robin Wright. Mais le vrai choc ne vient pas seulement de la série. Il vient de la manière dont elle a été conçue et diffusée. D'un côté, Netflix s'appuie sur une arme que personne d'autre ne maîtrise, les données. L'entreprise avait observé que ses abonnés aimaient les thrillers politiques, que Kevin Spacey était un acteur apprécié, et que les films de David Fincher fonctionnaient très bien sur la plateforme. Alors, au lieu de parier sur l'intuition, elle a croisé ses signaux pour en tirer une certitude. Cette série serait un hit. Et elle avait raison. Il y a très récemment, il y a la Netflix qui vient de sortir, de faire progresser son algorithme et qui permet maintenant de déterminer exactement le film que vous avez envie de regarder. C'est assez extraordinaire. Pour moi, c'est comme un peu un tour de magie. Je trouve ça assez fou que ce soit aussi précis, aussi pointu. Je vous explique comment ça marche. C'est que le soir où vous avez envie de voir un film, Netflix vous met un film caché et vous dit « choisissez votre film ». Et si le film que je vous propose, ce n'est pas le même, alors je vous rembourse votre abonnement du mois. Et bien, croyez-le ou non, mais jusque-là, je crois qu'ils n'ont jamais remboursé personne. À chaque fois, ils trouvent exactement le film que vous allez choisir. Alors, je trouve ça assez fou, c'est presque une prédiction, un effet de magie. De l'autre côté, Netflix change la règle de diffusion. Au lieu de sortir un épisode par semaine, comme le faisait la télévision, il balance 13 épisodes d'un coup. C'est la consécration du binge-watching. Tu peux engloutir toute la saison en un week-end. Avec House of Cards, Netflix accomplit donc deux choses inédites. Il prouve que la data peut guider la création, et il impose le tout en une fois comme nouveau standard de diffusion. Ce n'est plus seulement un distributeur qui te livre des films, c'est un producteur qui redéfinit ce que signifie sortir une œuvre. Et c'est là que l'histoire prend une dimension culturelle. Parce qu'à travers ce geste, Netflix affirme que la valeur d'un film ou d'une série ne se mesure plus seulement à sa qualité artistique, ni à son impact social, mais à sa capacité à retenir l'attention. L'art devient un outil d'engagement. L'intuition des producteurs est remplacée par des algorithmes, et le rythme de diffusion est conçu pour maximiser le temps passé sur la plateforme. C'est un petit livre paru à la rentrée. Un brûlot qui raconte notre passivité et nous décrit comme aliénés par Netflix. L'auteur Romain Blondeau explique que pour nous accrocher, pour capter notre attention, la plateforme américaine impose des contraintes très précises à ses auteurs. Un ensemble de règles contenues dans une bible de 69 pages. Ce document, nous le sommes procuré et on y découvre en effet que le ton de la série doit être donné très rapidement. C'est dans les 5 premières secondes que le spectateur détermine inconsciemment s'il va rester devant votre série. Dans ce document interne, Netflix explique que l'enjeu, l'élément perturbateur, doit se produire dans les 10 premières minutes, le temps maximum pour que le spectateur accroche à la série. Et pour ajouter au cliché, les palettes de couleurs sont associées à un genre, sombre pour les films d'action, lumineux pour une comédie romantique. Alors petite pause de 10 secondes, si t'es encore là, c'est sûrement que ce type de sujet t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour m'aider à faire décoller cette chaîne qui vient tout juste de démarrer. Allez, je compte sur toi. Merci et on retourne à la vidéo. L'histoire que l'on raconte ici prend une autre dimension. Ce qui au départ relevait du confort et de la technologie va bientôt se transformer en une puissance culturelle capable de redessiner les contours du cinéma mondial. C'est en janvier 2016, lors du CES de Las Vegas, que Reed Hastings monte sur scène et lâche une phrase devenue célèbre. Today, right now, you are witnessing the birth of a global TV network. En français, vous êtes en train d'assister aujourd'hui à la naissance d'une télé mondiale. Et en une annonce, Netflix passe de 60 pays à 190. En quelques heures, la plateforme devient quasiment mondiale. Seule la Chine, la Corée du Nord, la Syrie et la Crimée restent encore en dehors de son emprise. C'est un moment fondateur,
parce qu'il ne s'agit plus seulement de gagner des abonnés. Netflix se donne une mission, produire des contenus qui peuvent voyager partout. Mais là, un paradoxe apparaît. Officiellement, Netflix vante sa diversité. L'entreprise investit dans des productions locales, signe des contrats avec des studios en Europe, en Amérique latine, en Asie, et on voit émerger des Netflix Originals, indiens, brésiliens, français, coréens. La promesse est séduisante. Chaque pays aurait sa vitrine, sa voix, sa représentation. Parlons encore un peu de la France et de son exception culturelle. Comment la définiriez-vous ? Pour moi, c'est une culture très fière qui veut exporter sa culture et qui veut renforcer sa culture. Et nous adorons cela. Nous sommes un des plus grands exportateurs de films français, comme Les Intouchables en l'occurrence. C'est Netflix qui exporte ces films à l'international ainsi que les autres grands films. Netflix est une entité tellement internationale et nous pouvons accompagner les conteurs français, les scénaristes français à partager leurs histoires dans d'autres pays. Nous serons donc de grands amis du contenu français. Mais dans les faits, beaucoup de critiques relèvent que ces productions sont souvent calibrées pour plaire au plus grand nombre. Autrement dit, elles sont simplifiées, standardisées et globalisées. Et le problème est que cette logique conduit à une diversité de surfaces. Les visages changent, les décors évoluent, mais les récits, eux, suivent souvent les mêmes structures narratives, pensées pour être comprises aussi bien à New York qu'à Sao Paulo ou à Séoul. Et l'exemple parfait pour nous, c'est la série française Lupin. Sur le papier, elle est ancrée dans la culture française. Un héros inspiré d'Arsène Lupin, Paris comme décor, et des références locales bien présentes. Mais dans la forme, elle suit les codes d'un thriller international pensé pour le binge-watching. Un rythme soutenu, des rebondissements qui sont calibrés, un héros charismatique et facilement exportable. Ce mélange a permis à Lupin de séduire un large public. Mais certains y voient un signe que, pour plaire au monde entier, Netflix finit par lisser les cultures et les rendre un peu interchangeables. Et ça, c'est une rupture importante pour la culture du cinéma. Car là où autrefois les cinémas nationaux affirmaient leur identité, avec leur style, leur audace, leur spécificité, eh bien ils doivent désormais se plier au code d'une plateforme globale. Et pour la première fois, l'universel prime sur le singulier. En 2017, c'est à Cannes, le temple du cinéma d'auteur et du prestige, que la confrontation éclate. Netflix présente cette année-là 2 films en compétition officielle. Okja de Bong Joon-ho et Les histoires de la famille Meyerowitz de Noah Baumbach. 2 réalisateurs respectés, 2 œuvres ambitieuses. Mais un problème surgit. Ces films ne sortent pas en salle. Ils sont directement diffusés sur la plateforme. Alors pour les organisateurs du festival, c'est un sacrilège. Tempête dans un verre d'eau à Cannes. Pour la première fois, un film est en compétition, mais il ne sortira pas en salle. C'est le géant de la vidéo on demand, Netflix, qui a produit ce film sud-coréen. Ce matin, sa projection presse a été mouvementée, interruption au bout de quelques minutes et sifflet du public. Que la chronologie des médias doive évoluer, nous sommes d'accord, elle doit évoluer. Mais qu'on se mette autour de la table et qu'on en discute. Qu'on ne soit pas dans des prises de position, de prise en otage. Netflix est le passager clandestin de ce festival et c'est insupportable pour les salles de cinéma françaises. Cannes a toujours défendu l'idée que le cinéma, le vrai, se vit sur grand écran. Alors, face au tollé, le festival modifie son règlement et à partir de 2018, tout film en compétition devra obligatoirement sortir en salle en France. Le message est clair, pas de projection, pas de palme. Netflix, de son côté, refuse de plier. La plateforme retire ses films de la compétition et annonce qu'elle n'acceptera pas ces conditions. La fracture est nette. Cannes refuse Netflix et Netflix refuse la salle. Ce conflit symbolise le choc culturel en cours. Ce n'est plus une question de technologie, mais de définition même du mot cinéma. Est-ce qu'un film qu'on ne voit jamais en salle peut encore être considéré comme du cinéma ? Ou est-ce qu'il devient un simple contenu audiovisuel parmi d'autres ? La querelle de Cannes marque une nouvelle étape. Netflix n'est plus perçu comme un allié ou un innovateur, mais comme un concurrent direct de l'institution cinéma. Et cette confrontation annonce déjà les batailles à venir. 1 an plus tard, Netflix surprend tout le monde avec un geste audacieux. Produire et distribuer Roma, le film d'Alfonso Cuarón. Roma, c'est tout sauf un produit calibré. C'est une œuvre personnelle, en noir et blanc, qui raconte l'histoire intime d'une famille mexicaine dans les années 70. Tout dans ce projet va à l'encontre de ce qu'on associe au streaming. Un film lent,
contemplatif, exigeant et qui demande de l'attention. Et pourtant, Netflix le porte jusqu'aux Oscars. Résultat, Roma obtient un Lion d'Or à Venise et rafle 3 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón. C'est un triomphe critique et une légitimation artistique pour la plateforme. Mais ce succès met aussi en lumière un autre paradoxe. Netflix peut produire de grandes œuvres, c'est vrai, mais ces œuvres sont souvent privées d'expériences collectives. Roma a été projeté dans quelques salles, parfois à contre-cœur, mais la majorité du public l'a découvert sur son écran de salon, parfois même sur son smartphone. Et c'est là que la contradiction saute aux yeux. Netflix ne tue pas littéralement les grands films. Des chefs-d'œuvre peuvent toujours naître sur la plateforme. Le vrai impact de Netflix est qu'il affaiblit l'écosystème qui permettait à ces films d'exister, de rayonner et de devenir des références partagées. Roma aurait pu être un phénomène collectif, discuté partout dans le monde en salle. Au lieu de ça, il est resté une expérience dispersée, fragmentée et domestique. L'histoire que l'on raconte entre ici dans une nouvelle ère. Et ce qui avait commencé comme une révolution culturelle devient maintenant une mécanique industrielle, une machine à fabriquer du contenu, où la création obéit aux chiffres plus qu'à l'inspiration. Après le succès de Roma, Netflix ne ralentit pas. Au contraire, la plateforme investit massivement dans la production. Entre 2008 et 2020, et rachète plusieurs studios de tournage, comme ABQ Studios au Nouveau-Mexique, et ouvre des hubs en Europe, en Asie et en Amérique latine. Le but est clair, devenir autosuffisante, produire toujours plus et surtout ne pas dépendre d'Hollywood. À ce moment-là, le volume explose. Netflix dépense plus de 17 milliards de dollars par an dans ses contenus. Pour donner une idée, c'est plus de 10 fois le budget annuel de l'ensemble du cinéma français. Résultat, chaque mois, la plateforme sort des dizaines de films, de séries et de documentaires. Mais cette abondance a un prix culturel. Quand tout devient disponible, plus rien ne paraît rare. Le cinéma, qui reposait sur la rareté de l'événement, se transforme en flux continu de contenus interchangeables. On ne parle plus d'œuvre, on parle de contenu. Ce mot qui paraît neutre change en réalité la perception même du film. Ce n'est plus une expérience unique, c'est un élément parmi tant d'autres dans une usine à divertissement. Quand on fait des films, on les pense pour la salle et il y a toute une équipe qui pense les films pour qu'ils soient vus en salle. C'est un truc qu'on dit peut-être pas assez, mais tout le travail de l'étalonnage, du son, il y a un travail qui est fait vraiment et qui est pensé pour que l'expérience soit une expérience collective dans une salle. On peut évidemment après les regarder sur son ordinateur, sur sa télévision, mais il y a quelque chose quand même en moins. Alors on est peut-être un peu vieille école pour notre âge, mais on a quand même envie de défendre la salle de cinéma. Et cette industrialisation mène à une uniformisation. Pour alimenter un tel volume, Netflix privilégie maintenant des formats efficaces, répétitifs, qui rassurent l'algorithme et l'abonné. On voit apparaître des comédies romantiques similaires, des thrillers calibrés et des drames construits selon les mêmes recettes. Et ce n'est pas que tout soit mauvais, mais tout est pensé pour être consommable, rapide et jetable. À partir de maintenant, Netflix n'est plus seul sur son terrain. En 2019, Disney lance Disney+. Peu après, Warner lance HBO Max. Apple arrive avec Apple TV+, et Amazon redouble ses efforts avec Prime Video. C'est le début de ce qu'on appelle les guerres du streaming. Une guerre ouverte pour capter notre temps d'écran. Et cette guerre change encore les règles. Chaque studio, voyant la stratégie de Netflix, décide de protéger ses contenus. Disney retire ses films et ses séries de Netflix pour les rapatrier sur sa propre plateforme. Warner fait pareil avec ses franchises. Résultat, le marché se concentre autour des géants et les catalogues se referment. La conséquence est claire. Les films moyens, indépendants ou atypiques ont de moins en moins d'espace. Les plateformes investissent dans des blockbusters, des sagas, des suites, simplement parce que c'est ça qui attire et retient les abonnés. Et la diversité s'efface au profit d'une surenchère. Arrive 2021 et avec elle, la naissance d'un phénomène mondial. Squid Game. Cette série sud-coréenne devient en quelques semaines l'un des plus grands succès de l'histoire de Netflix, avec plus d'1,6 milliard d'heures visionnées. À première vue, c'est la preuve que Netflix tient sa promesse de diversité. Une œuvre coréenne, réalisée par un cinéaste local, qui devient un succès planétaire. Mais en y regardant de plus près, on y découvre autre chose. Car Squid Game est aussi parfaitement calibré pour l'écosystème Netflix. Son montage nerveux, ses rebondissements dramatiques à la fin de chaque épisode et ses codes visuels accrocheurs en font une série idéale pour le binge-watching. Elle coche toutes les cases de l'algorithme.
un récit universel avec cette lutte pour l'argent et la survie, les personnages qui sont des archétypes et un rythme addictif. Alors, Squid Game est-il vraiment un signe de diversité ? Oui, dans un sens, car jamais une série coréenne n'avait eu un tel rayonnement mondial. Mais il faut aussi voir que ce succès n'est pas seulement le fruit de son originalité. Il est le résultat de la mise en avant algorithmique. Netflix l'a poussé dans ses recommandations, l'a mis en page d'accueil partout, et l'a transformé en phénomène. C'est l'illustration parfaite de la nouvelle logique. Ce qui émerge n'est pas seulement ce qui est bon, c'est ce qui correspond le mieux aux critères de rétention définis par la plateforme. Enfin, à partir de 2021, Netflix commence à publier des classements hebdomadaires, le fameux Top 10. Mais derrière ce classement se cache un changement de paradigme. Dans le cinéma traditionnel, le succès d'un film se mesurait au nombre d'entrées en salle, à sa longévité et à son impact culturel. Chez Netflix, le succès se mesure en heures visionnées. Autrement dit, combien de temps les abonnés sont-ils restés devant l'écran ? Et ce changement est énorme, car cela signifie qu'un film peut être considéré comme un succès, non pas parce qu'il a marqué les esprits, mais parce qu'il occupe l'attention. Un blockbuster sans grande originalité, mais bingé par des millions de personnes devient un triomphe, alors qu'un film exigeant, interrompu par une partie des spectateurs, devient un échec. C'est donc bien la victoire du taux de rétention sur la valeur artistique. Un film devient un succès s'il retient les gens, pas s'il marque la mémoire collective. Et nous voilà maintenant au présent. Après 25 ans d'ascension, après les DVD, le streaming, la guerre des plateformes et l'algorithme devenu roi, la question n'est plus de savoir comment Netflix a changé le cinéma, mais ce qu'il en reste aujourd'hui. Et la question est paradoxale, car jamais on n'a eu accès à autant de films, jamais autant d'histoires n'ont circulé à travers le monde. Et pourtant, jamais la culture du cinéma n'a semblé aussi fragile. Car Netflix n'a pas tué le cinéma au sens littéral. Des films se font encore, certains même magnifiques. Mais ce qui s'est effrité, ce sont les conditions qui permettaient à ces films de devenir des repères collectifs. Il ne faut pas opposer les choses. Le cinéma n'a jamais aussi bien marché qu'en 2019 alors que Netflix était à des millions d'abonnés. Et Netflix est nécessaire et le cinéma est nécessaire. Ce qui est le plus important, c'est que les films existent. À partir du moment où une plateforme comme Netflix ou Amazon ou d'autres soutiennent la création, font travailler des cinéastes et que ces films sont vus par des millions de gens, c'est l'essentiel. Autrefois, un film indépendant pouvait s'imposer via un festival, une salle art et essai ou un bouche à oreille partagé. Aujourd'hui, s'il n'apparaît pas dans ton top 10 personnalisé, il n'existe tout simplement pas. Et c'est là le vrai basculement. Ce que Netflix détruit, ce n'est pas l'existence des films, c'est la culture du cinéma. La diversité visible est remplacée par des formules rassurantes. L'audace esthétique est effacée par le calibrage algorithmique. Les salles et les festivals sont affaiblis et relégués à un rôle secondaire. Et surtout, la mémoire commune. Ce réservoir de classiques partagés qui unifiait les générations est maintenant remplacé par des catalogues évolutifs et des tendances éphémères. Et c'est peut-être ça le plus troublant. Ce n'est pas une destruction brutale et spectaculaire, mais une érosion lente et silencieuse. On ne s'en rend pas compte au quotidien parce que tout semble continuer. Mais un jour, on se retournera et on constatera que ce langage commun qu'était le cinéma s'est dissous. Non pas parce qu'il n'y avait plus de films, mais parce que Netflix et ses semblables ont transformé l'art du cinéma en flux de contenu.